Bonjour les amis, et voilà, aujourd'hui, il n'y a pas Philippe. Ben non, il n'y a pas Philippe, il n'est pas là. Donc c'est Gros Pif qui va répondre à vos questions. Voilà, un Gros Pif. Et salut les amis, je suis là quand même. Coucou les amis, ouais, il est arrivé. Alors bon, on va dire à Gros Pif qu'il aille se reposer, hein, c'est pas lui qui va répondre aux questions. Gros Pif, c'était la mascotte. Ouais, en fait Hein? c'est déjà une poupée qui était à Roxane. Et voilà, c'est la mascotte. Il vient des Baléares, non? Oui, des Baléares. Il vient des Baléares. Ouais. Et c'était la mascotte de mon groupe de rock, Voilà, les Gros Pif. Donc il pisse un homme, hein. ouais, Il nous a suivis dans tous les concerts. exact, exact. Bon les amis, Allez, hop. alors on le met bonjour là. à tous, on espère que... Bonjour tout le monde. Voilà, on espère que vous allez bien encore une fois, que vous avez la pêche, que tout va bien, que vous avez le moral et... Ouais, Hein? et il faut. Et il faut. Donc, comme chose promise, chose due, la foire aux questions. Parce Oui, que parce c'est que- l'époque, c'est l'automne, c'est les foires. Et ouais, mais c'est en général c'est des foires. Ici c'est le cidre, les châtaignes. Ouais. Nous, on a les foires Ah, au nous ski. on a aussi beaucoup de bourses au ski ici. Ouais, bourse au ski, tout, ouais. Ouais. Ben, nous, on fait la foire aux questions. Voilà, donc c'est parti. C'est parti? Allez, c'est Allez, parti, c'est parti. on y va. Alors, vous nous avez posé des questions sur YouTube, vous nous avez posé des questions sur Facebook. Facebook, ouais. Eh ben, on va essayer tant bien de mal d'y répondre. Ouais. Dans le domaine de nos possibilités. Toutes les réponses, il s'avère aussi que ça peut être, il y a des fois entre guillemets, parce qu'on n'a pas tous les éléments, on essaye de répondre dans la mesure du possible aux Au choses plus qu'on juste. connaît. Voilà. Au plus juste, parce que voilà, 10 ans de balade en camping-car et puis de camping-car et tout ça, donc on n'est pas vraiment des novices, on va pas se la jouer. Non, on n'est pas à 100% non plus. Non, Hein. mais pas 100%, mais voilà, on a eu... Moi, si ça peut aider, voilà. Voilà, hein, si ça peut aider les novices, on a 10 ans de camping-car derrière nous, donc on a un petit peu l'habitude de certaines choses, donc voilà. On va vous répondre à tout ça. Allez, Alors, c'est parti, Fab, ouais, vas-y, alors. attaque. Alors, c'est Anglard Alain. Alors, lui, il voulait qu'on parle des fourgons, mais bon, c'est pas notre truc, hein, les fourgons. C'est pas que c'est pas notre truc. Les fourgons, on peut en présenter, on peut vous en filmer tout ça, mais en fait, nous, on n'a pas vraiment eu de fourgon. On avait un fourgon On n'a pas aménagé. beaucoup de retours sur le fourgon, en Voilà. fait. Donc, on peut pas en parler alors qu'on... Ouais, en fait, faut qu'on remette les choses en place, enfin dans leur contexte. Nous, quand on nous pose des questions et quand on vous parle de choses et d'autres de questions, on veut déjà avoir du vécu sur quelque chose, sur un produit ou sur n'importe quoi. On veut déjà avoir du vécu. On parle pas d'envie là, voilà. Donc, pour les fourgons, c'est sensiblement un peu pareil que les camping-cars, mais c'est quand même quelque chose qui est pas. Il y a des choses différentes. On en aura hein, dès qu'on va pouvoir aller en filmer. Ouais, On les présentera, il n'y a pas de bien problème. sûr, il n'y a pas de souci. Mais vous en parlez proprement dit de fourgon, il faudrait qu'il y ait quelqu'un comme Vic, quelqu'un qui utilise ce véhicule et puis qui vous dise voilà, ça c'est bien, ça c'est bien, c'est bien. Nous personnellement, c'est les camping-cars. On a l'habitude des profilés, on va avoir l'habitude de l'intégrale. Et puis voilà. Donc voilà pour les fourgons. Hein, la réponse, donc c'était Vas-y. Alain. Ne t'inquiète pas, on t'en présentera, mais pour l'instant, on ne peut pas vraiment te répondre à ce sujet. Hein. Alors, Dominique Bucard. Hmm. Alors lui, il demande pour le budget accessoire. Alors on n'a pas su exactement si c'était budget accessoire intérieur, extérieur. Mais à l'intérieur, le budget accessoire, ça se situe entre 1500 et 2000 euros. Quand on a tout, la vaisselle, les tables, les chaises, le tuyau d'arrosage, Les cales. le barbecue, une chose, une autre, Ouais. ça chiffre vite. Voilà.
plus tout ce qui est literie, serviettes, enfin bon, tout ce qui est l'aménagement intérieur surtout. Voilà, il faut compter entre 1500 et 2000 euros. Après, bien sûr, à voir après les accessoires extérieurs. Alors, tout ce qui est accessoires extérieurs, il y a le store, il y a le porte-vélo, c'est à savoir ce que vous voulez exactement aussi. Il peut y avoir aussi le protège pare-brise, il peut y avoir beaucoup de choses. Donc là, mais en général, quand vous achetez un camping-car, si vous l'achetez neuf, tout ce qui est matériel extérieur, accessoires propres au camping-car. Ouais, qui soit extérieur, en général, vous pouvez négocier avec le concessionnaire pour avoir des prix. Ouais, voilà. En fait, donc, Dominique, on n'a pas sur ta question, on savait pas vraiment. Je répète ce que dit Fab un peu. On savait pas si c'était, si tu voulais savoir tout ce qui était vaisselle et tout ce qui s'ensuit. Voilà, les ustensiles quand tu pars en camping-car. Intérieur. Voilà. Ou si tu voulais parler des accessoires camping-car, c'est-à-dire panneaux solaires, store, qu'est-ce qu'il peut y avoir télévision, parabole, tous les accessoires qui arrivent. Caméra de recul. Ouais, caméra de recul et voilà. Tout ça. Donc à savoir, comme Fab t'a dit, tout ce qui est intérieur. Il y a GPS aussi, ouais, GPS et tout ça. Il peut y avoir beaucoup de choses. Voilà. Et tout ce qui est accessoires extérieurs au camping-car, c'est-à-dire store, panneaux solaires, tout ça, ça quand tu achètes un camping-car neuf, tu le négocies avec au jour d'aujourd'hui, ça se négocie avec le véhicule. Voilà. C'est-à-dire qu'ils t'en font un peu cadeau. Hein, qu'est-ce qu'il a lui? Il a quoi là? Il fait comme ça, bon bref. Donc voilà, ouais. Pour l'intérieur c'est faut compter une enveloppe de 1500-2000 euros, suivant si tu prends ouais, c'est bon, on l'a déjà dit. Alors après il y a Laurent Clément, notre ami Laurent Clément qu'on a rencontré au Bourget. Ouais. Alors il demande pour la housse Fiamma. Enfin Fiamma, une housse. Une housse pour le camping-car, pour l'hiverner. Ouais. Et le branchement, s'il faut le laisser brancher pour chauffer l'intérieur. Avec un chauffage. Ah, voilà. Je vois aussi qu'il y a. En fait, Christian Randez aussi. Il y a Christian Randez qui pose la question. Qu'on a rencontré, lui, à Lyon, lui. À Lyon. Voilà. Voilà. Alors, la housse Fiamma. Nous, alors je vais parler Fiamma. Alors, on va citer une marque. Alors, encore une fois, on n'est pas ni sponsorisé ni quoi que ce soit par contre. Ouais. Nous, on a le retour sur cette housse de marque Fiamma qu'on a acheté, on l'a utilisé pendant 2 ans avant qu'on fasse l'abri. Donc c'est une housse qui est très bien. On a eu la neige, on a eu la pluie, on a eu plein de choses dessus. Il n'y a pas d'humidité comme il y en a qui peuvent le dire entre la housse et... Non, il n'y a rien du tout. C'est un très bon produit qui nous a permis quand même de protéger aux intempéries notre camping-car qui était quand même tout neuf. Le pilote, hein, il était neuf. Ouais. Avant de pouvoir faire notre abri. Voilà. Il y a eu des jours avec... le matin, on s'est levé. Il faudrait que je retrouve les photos. 70 cm de neige dans la cour, sur le camping-car, partout, sur la housse, partout. Voilà. Ça fait bizarre. Donc voilà. Est-ce qu'il faut... oui. Enfin, moi, je dirais oui. Si vous avez possibilité que le véhicule est stationné à côté de chez vous, que vous avez possibilité d'avoir du courant, vous mettez un petit radiateur hors gel. Vous maintenez, allez, 8 degrés, 8-10 degrés dedans. C'est bien. C'est super bien. Vous mettez la housse, vous rentrez une petite rallonge à quelque part, tac, vous mettez un petit radiateur hors gel, et puis vous mettez des humidificateur. Vous en mettez un ou deux, comme ou deux, en général, nous on en avait mis 2. On mettait un à l'arrière à côté du lit et un devant sur la table. Voilà. C'est très bien. D'ailleurs, on voyait bien que ça pompait bien l'eau, l'humidité qu'il y avait dans le camping-car. Voilà. On change régulièrement tous les mois. Voilà, ça recoupe une vidéo qu'on a déjà fait, vous pouvez aller voir, on en parle, un petit déshumidificateur, et puis un petit chauffage hors gel. C'est bien, si vous pouvez le faire, c'est bien. Si votre véhicule est stationné dans un endroit où il n'y a pas de courant, bon bah voilà. Ça c'est rendez-vous dans la vidéo qu'on a déjà fait avec l'hivernage, avec tout ce qui va avec. Donc voilà. Après, tu es à François Le Curu. Ouais. Alors, c'est par rapport au GPL. Ok. Au GPL, il veut savoir si il y a une différence pour la chaudière et le frigo. Voilà. Non. Tu peux mettre 3 types de gaz dans un camping-car. Tu peux mettre du butane, du propane. Normalement, c'est le propane qui est obligatoire. Ton frigo, ta plaque,
ta chaudière fonctionnera avec ces 3 types de gaz. Donc il n'y a aucun problème là-dessus. Même si tu passes au GPL, tu n'auras pas à intervenir dans ta chaudière, dans ton frigo ou dans tes plaques pour faire fonctionner. C'est pas comme à la maison entre le gaz de ville et le gaz butane que là il faut changer les gicleurs. Non, dans un camping-car, entre le GPL et le machin, ça fonctionne. Il faut pas oublier que le GPL, c'est quand même du gaz, c'est un mélange un peu des deux. Voilà. Voilà, ça c'était François. Oui, alors après on a une question, il y a beaucoup qui ont posé cette question de MCMV. De MCMV, ouais. Et Thierry Lefebvre et Marie-Claire Moreau, Vigneault. Ouais. C'était par rapport à l'assurance. Alors l'assurance, ben, ça dépend des régions en fait. Parce que nous, Ouais, ça sera plutôt dans les 460 et on a eu Jackie et Coco, ils nous ont dit sur Paris, c'est plutôt autour des 700 €. Voilà, pour un camping-car, à peu près un intégral, on avait fait faire un devis pour notre intégral prochain. Ouais. C'était donc ce prix-là. Et par contre, avec à l'intérieur, on assure pour 3 000 € de matériel intérieur. Oui, alors bon, Ils sont compris dans ce prix-là. Il y a les contrats d'assurance, faut bien, c'est comme tout, hein. Faut bien potasser le truc, voilà. Donc ça c'est une assurance tout risque. Faut bien ajouter que c'est en fait avec 50% de bonus et plus. Voilà. Voilà. Exactement. Donc c'est une assurance tout risque qui prend en charge le véhicule, machin, les intempéries, grêle, machin. Ouais, c'est tout risque, c'est 0 km dans la cour, faut préciser. Oui. Et puis, en plus de ça, avec 3 000 € de matériel intérieur assuré. Si vous faites fracturer le véhicule. Ça prend en charge aussi les accessoires extérieurs. Panneaux solaires, antennes satellites. Ouais, enfin, tout complet. Tout complet. Enfin, tout complet, tout ce qu'il y a dedans. Tout. Bon. Donc ça, c'était pour les assurances. Ouais. Les assurances proprement dit au véhicule. Alors, il y en a plein. Hein. Vous allez voir. Il faut faire jouer la concurrence, les devis. Voilà, il faut bien comparer les contrats. Parce qu'il y a des contrats qui sont mieux que d'autres. Voilà, il faut bien comparer. On ne va pas vous citer les plus grands, la Massif, la MAF, tout ce qui est la Matmut. Ouais, c'est tout des mutuelles. C'est tout des mutuelles. Voilà. C'est un peu les meilleurs marchés. Voilà. À fait. Désolé pour les autres, mais... Et si vous avez bien sûr votre courtier d'assurance avec lequel vous avez votre voiture, votre maison, tout ça, demandez-lui un devis. Et il peut être bien placé aussi. Hein. Voilà. Alors, dans cette même question de MCMV, Oui. il y avait aussi le stationnement sur Paris. Alors, on s'est renseigné auprès de Jackie et Corinne. Oui. Et ils nous ont dit que, alors, sur Paris, alors pour stationner un camping-car, c'est dans des hangars, en fait. Ouais, il y a hangar, il y a extérieur ou intérieur, ça dépend. Ouais. Hein. C'est des gens qui ont du terrain, des clôturés fermés et qui en fait un peu leur Alors, on a métier. 2 endroits à vous donner, en fait. Ouais. Alors, il y a hier, dans le 80, il y a hier dans le 91, limite 94. Ouais. C'est à 22 km de la Porte d'Italie. Ensuite, vous avez à Jablines, dans le 77, limite 93, 45 km, porte Bagnolet. Voilà. Alors là, on va pas vous donner les tarifs, tout ça, parce que ça, on gère pas. C'est des infos de Jackie et Corinne, parce que eux font stationner leur camping-car là. Hier, c'est YERRES. Ouais. Et Jablines, c'est JABLINES. Voilà. Donc vous cherchez sur Internet. Voilà. Voilà. Ouais, parce qu'ils nous ont demandé, oui. Ça, c'est les 2 plus grands pour stationner votre véhicule. C'est vrai que vous, sur Paris, ça a un coût. Et puis bon, c'est bien quand même d'avoir son véhicule tranquille. C'est quelque chose qui est spécialisé. Ils stationnent que des caravanes, des camping-cars. Vous pouvez y aller. Hein. C'est bon. Voilà. Voilà. Et puis alors, on a après la question de Pascal Silvera Riviera. Voilà. Alors, la quantité d'eau pour rouler. Quantité d'eau propre pour rouler. Bon, alors tous les camping-cars et même les fourgons ont ce qu'on appelle une tare. Normalement. C'est 20 litres. Ouais, c'est 20 litres. Vous n'avez pas le droit de rouler avec plus de 20 litres. Après, c'est des histoires de poids. Voilà. Bon, voilà. Mais bon, en général, tout le monde roule avec plus de 20 litres parce que... Je voudrais bien savoir une personne, un camping-cariste, qui a l'habitude de
faire du camping-car et tout ça, qui me dit, moi, je fais ça. Je tare à 20 litres, et après, quand j'arrive à un endroit, je cherche de l'eau, je remplis. Une fois que je vais repartir pour rouler, je vide mon réservoir, je retard à 20 litres. Non, en fait, c'est pas possible. Personne fait ça. Ouais. Vous prenez tous de l'eau quand vous avez la possibilité d'en avoir. Voilà. Si vous partez à 20 litres... En général, on fait le plein tout le temps. Bah oui. Avant de En partir. fait, si tu pars à 20 litres, si tu roules à 20 litres, que tu arrives le soir dans une aire, et puis tu n'as que 20 litres. Ah bah tu fais pas la vaisselle, tu te laves pas les dents, voilà. 20 litres, voilà. Donc là, faut pas se faire souci là-dessus. On roule tous avec de l'eau. Ah, c'est sûr, c'est hors la loi, hein, parce qu'on est hors la loi, mais qu'est-ce qui est pas hors la loi dans ce pays, hein? C'est ça. Donc j'espère qu'on a répondu à ta question, Pascal. Ensuite, il y a Yann 42. Alors, pourquoi on n'a pas acheté notre camping-car au Bourget? Ah, la question. Alors, la question, on en a La déjà question, parlé. elle est simple. Oui. Bah, la réponse, elle est simple. C'est parce Elle est que simple aussi. notre concessionnaire nous a fait les mêmes conditions qu'au Bourget. Voilà. Tout ça parce C'est que simple. c'était dans la période du salon du Bourget. C'est-à-dire que vous pouvez aller voir vos concessionnaires. Il y a une opération pendant les 2 semaines du salon du Bourget. Vos concessionnaires, les concessionnaires chez eux vous font les mêmes conditions qu'au Bourget. Alors il faut savoir une chose, ça on l'a déjà dit, on le répétera. Pour les gens qui achètent au Bourget, il faut faire attention à qui vous achetez. Ouais. Quel est le vendeur? Ouais, parce que le vendeur peut être d'une concession ou au nord ou au sud. À droite, à gauche. C'est-à-dire que vous lui achetez un camping-car. Et s'il est à Lille, vous irez le chercher à Lille. Voilà, il y en a qui ont acheté leur camping-car au Bourget qui était du sud, avec un concessionnaire qui était du nord. Donc, il va faire 1000 km pour aller chercher son camping-car. Et à chaque problème qu'il aura, il va falloir qu'il aille qu'il fasse 1000 km pour le moindre problème, la moindre révision, la moindre Voilà, chose. il y a une chose que je veux ajouter, c'est que il y a des vendeurs qui sont très honnêtes, qui avant de signer le bon de commande, vous préviennent et vous disent attention, il va vous falloir venir chercher le véhicule que je viens de vous vendre, À tel endroit. que vous allez signer là, il va falloir le chercher dans ma concession où je travaille à tel endroit, avant de signer. Et il y a des vendeurs qui sont peu scrupuleux, il faut qu'ils vendent du camping-car, il faut qu'ils en vendent, ils s'en vendent parce qu'ils sont au Bourget, il faut qu'ils en vendent. Et ça, ils ne le disent pas. Et vous avez la mauvaise surprise, une fois que vous avez signé le contrat, tout ça, quelques jours après, vous apercevoir que le camping-car, il va falloir faire 800 km pour aller le récupérer. Mettons, je prends un exemple, quelqu'un qui habite à Toulouse, il monte au Bourget, ils ont un coup de foudre pour un camping-car, on signe, machin et tout, et puis en fait, le vendeur, une semaine après, il lui dit « Ah mais le camping-car va falloir venir le chercher à Reims ou à Lille, parce que moi, ma concession, elle est là-haut. » Alors déjà, ça part mal. Ça part mal, parce que, bon, déjà, il va vous falloir aller le récupérer là-haut, et deuxièmement, le jour où vous allez avoir des problèmes, vous allez voir un concessionnaire de la marque qui est peut-être à côté de chez vous, et une fois sur deux, la réponse, elle va être vous nous excusez, on passe nos clients avant. Voilà, vous attendrez 2 ou 3 mois. Voilà, ça c'est. Voilà, c'est du vécu, pas nous personnellement, parce qu'on n'a jamais acheté un camping-car au Bourget, c'est du vécu par des amis. Voilà, tant que vous n'avez pas de problème, tout va très bien. On a rencontré même des abonnés à Albi qui nous ont expliqué avoir acheté un camping-car au Bourget et déjà aller le récupérer à 600 km de chez eux. Et après, ils ont eu des tas de problèmes avec ce véhicule. Et ils sont partis dans un truc pas possible parce que à chaque fois, le concessionnaire à côté de chez eux voulait ça. C'est pas qu'ils voulaient pas, mais leur disait on passe le client avant, on a beaucoup de travail, donc vous attendrez, vous passerez après les autres parce que vous n'êtes pas des clients proprement dit. Voilà. Donc ils se sont retrouvés, voilà. Donc c'est pour ça qu'on l'a pas acheté. On a eu les mêmes conditions qu'au Bourget. Tout à fait. Pareil. Tout à fait. Ouais, exactement les mêmes conditions, parce qu'en fait, c'est les constructeurs qui mettent la main à la pâte pour le salon du Bourget, les concessionnaires aussi pour les accessoires. Voilà. Donc voilà pourquoi on n'a pas acheté notre véhicule au Bourget. On a été chez notre concessionnaire qui est à 40 km de chez nous. Quand on aura un problème, on l'appellera, on lui dira bah voilà, on a un problème, on t'amène le camping-car. Voilà, on est client chez lui. Voilà. Il ne va pas nous faire patienter ou quoi que ce soit. On n'aura pas de problème.
On aura pas, on espère. Ouais, ça peut arriver, ça peut arriver. Bah non, on n'en aura pas. Voilà. Bon, alors il y a Thierry demande, alors pour l'achat, avec le crédit, la garantie supplémentaire, comment ça se passe? Alors, si vous, c'était surtout, je crois, pour la garantie supplémentaire. Voilà, c'est surtout pour la garantie supplémentaire, qui est très importante. Quand vous achetez un véhicule neuf, ou même d'occasion, sur certaines occasions récentes, je sais pas, mais il y a possibilité, les concessionnaires ont possibilité avec le financement, si vous prenez un financement bien sûr, si vous arrivez que vous achetez le véhicule par votre financement à vous, ou alors cash, là vous n'avez pas le droit. C'est l'organisme de financement qui propose ça, vous avez une assurance complémentaire qui prend en charge tous les problèmes que vous pourrez rencontrer sur votre véhicule, que ce soit les problèmes du porteur, c'est-à-dire moteur, boîte de vitesse, distribution, ou la cellule, frigo, la cellule, voilà. Étanchéité des lanterneaux, la douche qui perd, tout ou problème que vous pouvez avoir. le bac à douche qui est cassé, enfin bon, un tas de choses. Voilà, eux, ils prennent en charge ça. C'est-à-dire que vous payez une somme par mois en plus de votre financement, et eux s'engagent dans toute la durée du financement à intervenir sur votre véhicule et payer. C'est votre concessionnaire qui va intervenir sur le véhicule, mais eux vont payer les réparations. C'est-à-dire que, je prends un exemple, vous achetez un camping-car maintenant, dans 3 ans, vous avez la chaudière Trouma, qui coûte relativement très cher dans un véhicule, qui tombe en panne. Ils essayent de dépanner, ils s'aperçoivent qu'il y a énormément de réparations, la chaudière, machin, il faut changer la chaudière. Bon, voilà, vous faites une demande par le biais de votre concessionnaire, il s'en occupe. Si vous avez cette assurance complémentaire, ils vont vous changer la chaudière. Vous allez peut-être avoir une participation, parce que attention, hein, c'est entre guillemets. Faut bien, voilà, il y a des gens qui ont pris ces assurances. Il faut bien tout lire. Voilà, faut bien tout lire, les clauses et tout ça. Voilà. En fait, votre camping-car, il faut bien toujours faire les révisions qui sont appropriées au véhicule. Voilà, faut qu'il soit entretenu dans le réseau. C'est-à-dire que pendant 2 ans, si vous achetez un véhicule neuf, pendant 2 ans et que c'est un Fiat, pendant 2 ans, vous irez chez Fiat. Exactement. Parce que vous êtes obligé d'aller chez Fiat. Et même après. Même après, il faut aller dans un garage agréé. Agréé, camping-car, tout ça. Mais tu n'es pas obligé spécialement d'aller chez Fiat. Non. Mais pendant les 2 ans de garantie, c'est la garantie constructeur qui fonctionne. Voilà. Après ces 2 ans, c'est cette fameuse assurance complémentaire. Voilà. Voilà, c'est ça. Mais il faut que le véhicule soit entretenu. C'est clair qu'au bout de 3 ans, si vous cassez la boîte de vitesse, ouais. et puis que vous n'avez pas les factures d'entretien du véhicule, c'est clair que l'assurance complémentaire elle dit attendez, vous n'avez pas entretenu vos véhicules, on ne va pas payer les Il réparations. faut quand même qu'on ait un certain entretien de notre véhicule. Idem pour ce que tu parlais tout à l'heure pour la cellule. Si oui, le frigo, la chaudière. Si vous n'avez jamais fait entretenir votre frigo, d'ailleurs on va revenir, j'ai vu qu'il y avait une question là-dessus, entretenir votre frigo chez votre concessionnaire, et puis qu'au bout de 4 ans ou 5 ans le frigo il tombe en rade et il faut changer le frigo, l'assurance complémentaire va vous dire elles sont où les factures d'entretien du frigo, l'entretien du brûleur gaz du frigo, si vous les avez pas, bon excusez-nous. Voilà. Donc il faut bien réfléchir là-dessus. On va vous dire, nous, pour on a toujours pris des assurances garanties. Ouais, on a toujours pris. Que ce soit pilote, rapido, puis là on a pris aussi. Voilà, mais là on l'a pris, dans celle-là, on l'a pris. On l'a pris tout pour les 3. Voilà. Parce que maintenant, au jour d'aujourd'hui, les véhicules, c'est bardé d'électronique, c'est toujours un peu plus complexe. Et quand c'est des problèmes, des interventions, machin, ça coûte très cher. Donc après, voilà. Alors, il y a Mathieu d'Annecy qui demande... est-ce qu'une protection pare-brise c'est vraiment utile? Alors oui. Ouais, nous on va dire oui. Oui. Aussi bien l'été que pour l'hiver, oui. Alors oui, parce que ça fait, quand on la met, la protection pare-brise, on n'a pas de condensation. Déjà. On n'a pas du tout de condensation intérieure. Ouais. Et ça protège aussi bien du chaud que du froid. Et c'est très, très, très utile. Ouais, c'est utile. Ouais, c'est utile. Ça a un coût. Parce que vous avez les rideaux intérieurs. Les rideaux occultants. Occultants, ça vous... Ou alors les trucs qui donnent dans certains... Les trucs avant tout. Ouais, voilà. Ouais. Le problème, c'est que vous allez les enlever. Et s'il fait un temps comme aujourd'hui, un temps d'automne ou de printemps, de bonne heure dans le printemps, vous aurez de la condensation. Ouais, si vous êtes en bord de mer aussi. Que si vous le mettez, si vous mettez la protection extérieure, vous n'aurez pas de condensation à l'intérieur. Vous n'aurez pas tout ce truc du pare-brise qui est très désagréable. Voilà, mais par contre pour l'été, quand il fait bien chaud, tout ça, rien que les rideaux
occultant intérieur, là, ça suffit. On n'a pas de condensation. Non, là, Mais c'est pour la chaleur. Mais par contre, la chaleur. Ouais, rien que ça les protège rideaux la chaleur. occultants, en fait, le pare-brise, pare-brise de votre véhicule qui est en verre, ça le retient soleil la colle chaleur. dessus, ça vous amène un paquet de chaleur dedans. Si vous mettez un rideau extérieur, c'est clair que la chaleur pénétrera beaucoup moins dedans. Donc c'est efficace contre la chaleur et surtout contre cette fameuse condensation. Ceux qui connaissent déjà ça, c'est galère le matin quand tu vas pour partir et puis que tu as ça de condensation derrière le pare-brise qu'il faut tout nettoyer, il faut mettre la ventilation en route, ça fait des traces sur le pare-brise à l'intérieur, ça coule sur le tableau de bord. Et ça amène de l'humidité à l'intérieur aussi. Ça c'est compliqué, ça c'est voilà. Donc oui, alors il y a plusieurs marques, il y a Sopler, il y a Clerval. Bon voilà, c'est un achat. C'est un investissement, parce que on va dire, ça peut taper de 200 à 800 €. Oui. Ouais. Voilà. Ouais. Suivant le camping-car, si c'est un profilé ou un intégral, bien sûr les intégraux ça sera toujours plus cher, parce que le pare-brise est plus grand, ça revient sur les côtés, ça. Voilà. Couvre, mais entre général, vous comptez entre 200 et 800 €. Voilà. Pour une bonne protection. Une bonne protection. Mais c'est efficace. On peut vous dire que oui, nous on l'a toujours eu. On a fait au début avec les trucs à ventouse là, les trucs. Ça c'était au début qu'on avait notre premier camping-car. Ils nous avaient donné ça avec. C'est vrai qu'on l'a fait pendant un an avec ça, puis qu'au bout ça nous a vite piré la tête. Déjà les trucs, les ventouses, elles se décollent, tu te réveilles le matin, les trucs, quand ils ont fait un peu de temps, c'est à moitié par terre, et puis t'as toute cette condensation, ça pisse de partout. Donc on a vite investi dans le truc et on n'a pas regretté notre investissement. Non, pas du tout. Pas du tout. Alors, ensuite, il y a Christian Randez. Tiens, on le connaît, Christian. encore. Alors, c'est par rapport aux batteries, Philippe. AGM, gel lithium. Alors j'ai vu ta question, Christian. En fait, alors il y a gel, AGM. Toi, tu m'as marqué batterie, gel, AGM, lithium, et c'est tout attaché. Alors, en fait, une batterie gel et lithium, machin, c'est différent. Alors, il y a les batteries AGM, il y a les batteries gel et les batteries lithium. Alors, comment t'expliquer on va partir à l'envers. Je vais partir à la lithium. Batterie lithium. C'est sûr, c'est bien. Ça recharge vite, c'est puissant, la taille est petite, machin, mais ça a un super coup. Moi, je trouve qu'une batterie lithium, faut vraiment en avoir l'utilité parce que c'est très très cher. Faut vraiment consommer de l'énergie, avoir une demande de consommation importante. On va prendre l'exemple de Vic. Vic, lui, a installé une batterie lithium dans son fourgon. Pour la simple et bonne raison, c'est que lui, il a fait changer son frigo. Il a pris un frigo à compression. C'est-à-dire un frigo qui tourne sur 12 volts. Il ne tourne pas à gaz. Donc, il a toujours besoin en permanence du 12 volts. S'il n'est pas raccordé au 220 et avec le transfo, il a besoin d'une énergie pour son frigo il tourne. Donc lui, en parallèle de son frigo à compression, c'est sûr qu'il a une batterie lithium. Après, Christian, on te laisse voir sur internet le prix des batteries lithium, à savoir si c'est un investissement qui est bien ou pas. Nous, personnellement, non. Pour nous, non. Pour la demande qu'on en fait, on fait avec. On fait pas mal de stationnements où il n'y a pas d'électricité, panneaux solaires, 2 batteries. Justement, là, il y a Michael Tellier, on va continuer sur la même lignée. Parce qu'il y a Michael Tellier puis Fred Duc qui demandent l'autonomie de la batterie cellule, gérer la consommation, tout ça. Voilà. L'autonomie, l'autonomie en camping-car, faut quand même la gérer. C'est pas comme à la maison. Faut la gérer personnellement et faut essayer de gérer. Si vous êtes en famille, d'essayer d'expliquer à vos enfants ou à votre femme tout ça qu'on n'est pas à la maison et puis qu'il ne faut pas laisser tout allumer comme ça, malgré que maintenant dans les camping-cars récents il y a pas mal de LED, donc ça consomme moins d'énergie, mais ça n'empêche pas que la télé, tout ça, ça consomme de l'énergie. Oui. L'hiver, le chauffage, si vous avez un chauffage Webasto au démarrage, ça demande de l'énergie.
Après, si vous avez un chauffage Trouma à gaz, c'est une ventilation, c'est de l'air pulsé, ça demande de l'énergie. Tout ça, faut économiser, faut apprendre à gérer. Faut être un petit peu écologique. Et puis apprendre à gérer sa consommation d'eau, sa consommation d'énergie. Alors, il y a Michael Tellier, Fred Duc également, pour demander pour l'autonomie batterie-cellule. Par rapport au Webasto. Ah, pour ceux Et gérer la consommation aussi. Ah oui, gérer la consommation. Alors, il est bien d'avoir, pour nous, il est bien d'avoir 2 batteries cellules quand il y a possibilité d'en installer dans les camping-cars. Il y a des camping-cars, il n'y a pas bien la place. C'est un peu compliqué. Nous, à chaque fois, on a eu des camping-cars où il est possible d'installer 2 batteries cellules. Voilà. C'est vrai que le Webasto, il pompe un peu d'énergie, pas mal d'énergie au démarrage. Après, ça va mieux. La Trouma, elle, pour le chauffage, elle pompe un peu d'énergie uniquement quand vous la mettez en chauffage parce qu'il y a une ventilation et puis le petit ventilo pompe un peu sur la batterie. Après, c'est suivant la consommation d'énergie de chacun. Essayez de gérer tout ça. Faut faire attention. Faire attention aux lumières, faire attention à la télé, faire attention aux... Ouais, il faut gérer la consommation faut gérer tout d'énergie. ça, les recharges de tout. Si vous avez un convertisseur, c'est gourmand. Un convertisseur, c'est gourmand. Faut faire attention à ça. L'idéal, c'est d'avoir 2 batteries cellules quand même. C'est quand même l'idéal. Ouais. Voilà. Voilà. Alors ensuite, Jean-Jacques Cos. Alors Jean-Jacques Cos, il me demande la recette de la Fabiflette. Non mais là, Jean-Jacques, entre nous deux, là tu oublies. Fabiflette, la Fabiflette, c'est moi. Et la Fabiflette, c'est secret défense. Elle te la donnera pas. Ah non. Elle t'a fera goûter si un jour on se rencontre. Voilà. Et puis qu'elle a tous les ingrédients. Voilà, exactement aussi. Hein. Ouais, elle te la fera goûter. Mais ah ouais. Alors, il posait la question, Jean-Jacques, par rapport au nettoyage du frigo. Ah, le nettoyage du brûleur frigo. Ouais, l'entretien du frigo. Alors, écoute, nous, on va te répondre franchement, Jean-Jacques, on le fait pas. On le fait faire aux personnes compétentes, adéquates dans le domaine. Parce qu'il y a du gaz, il y a tout. Donc, je ne sais pas le faire. C'est comme si demain je me mets à faire de la plomberie. C'est pas trop mon truc. Je le ferai dans le domaine de mes possibilités. Mais là, ça commence à toucher du gaz. Voilà. Donc, une fois par an, on fait nettoyer le frigo par un concessionnaire, un machin qui fait ça comme il faut. Voilà. Alors, il y a Anne Train qui demande sur la table ce qu'on avait mis, c'était du vinyle ou une nappe. Alors, Vinilia. Anne. Ouais. Vinilia, ça s'appelle. Ouais, mais on dit tous vinyle. Ouais. Voilà. Alors, en fait, c'était une nappe qu'on a découpée par rapport à la table. Et on a mis du double face. Et on l'a posée comme ça. Voilà, c'était une nappe un peu épaisse qu'on trouve dans tous les magasins de bricolage, là. Une nappe un peu épaisse. C'était uniquement pour... Alors, c'est sûr, on l'avait pris rouge à point blanc. Ouais. Mais ça c'était pas mes goûts, c'était les goûts de Philippe, bien sûr. Parce qu'il faut que ça aille avec le mobilier, mais ça allait pas du tout. Mais pour ceux qui nous suivent, ils commencent à me connaître. Ouais, non, ça va pas, lui, c'est un peu... Voilà, c'était uniquement pour protéger la table, parce que les tables de camping-car, c'est quand même assez fragile. Tu laisses tomber un truc dessus, voilà. Exact. Alors, Alexandre Cros, Alexandre. Alors lui, c'est par rapport au pinot. Est-ce qu'il faut le mettre au frais? Mais bien sûr qu'il faut le mettre au Alex. frais. Le pinot, il faut le mettre au frais. Il faut le boire dans un verre en verre et sans glaçon. Parce que le glaçon détériore le produit. Voilà. Alors que j'en voie pas boire du pinot dans des gros godets en plastique, là. Avec des glaçons. Steph et Sonia qui nous regardent. Ah bah oui. Non, parce que le glaçon dans du pinot, c'est comme si vous mettiez de l'eau dans du pinot. Ça détériore le produit. Et c'est tellement bon, bien frais. C'est comme le bon, hein. Voilà, exactement. On boit pas du vin avec des glaçons. À part le rosé, il y en a qui le boivent avec des glaçons, mais c'est pareil, c'est comme si vous mettiez de l'eau dedans. Ouais. Comme vous, peut-être il y en a qui savent, ceux qui nous suivent depuis le début, on est amateurs de vin de Bourgogne. Voilà. On boit pas du vin de Bourgogne dans des godets en plastique. Ah non. Ah non, ça se fait pas. Ça se fait pas. Non. Voilà. Alors, c'était qui? C'était Alex. Ah ouais, Alex. Ouais, Alex. Après, il y a Sylvie Rousselet qui demande, c'est par rapport aux bouteilles GPL, est-ce qu'il faut les isoler ou pas l'hiver?
Ah oui, oui. Bon alors de toute façon, il faut savoir que c'est du gaz à partir du moment où tu as du gaz et puis qu'il fait froid dehors et puis que tu cuires du gaz, ça gèle. Ouais, Bon, alors oui, c'est bien de les isoler. Alors entre guillemets, j'ai vu qu'ils vendaient des trucs pour isoler les bouteilles de gaz. Nous, Bah non, on l'a pas fait déjà parce que nous on sort déjà pas l'hiver. on sort parce déjà que, pas l'hiver. On peut pas. Voilà, mais ils vendent des trucs tout faits, mais ça vaut relativement cher. Je sais qu'il y a Lulu qui en a fait. Ouais. Il y en a plusieurs, vous en avez fait. Ils ont acheté du isolant multicouche dans les magasins de bricolage. Et puis ils se sont fait un truc, eux, isolant les bouteilles de gaz. Ça coûte bien moins cher un isolant multicouche. Voilà, exactement. Alors, Alexandre Cros. Encore Alex? Ah ouais, il arrête pas. Hein. Alex? Alors lui il demande l'eau réservoir propre. Est-ce qu'on peut le laisser stocker l'eau dans le réservoir propre pendant une semaine? Ah oui. Oui, Bon, on l'a déjà fait, hein. oui, Oui. mais pas plus. Pas plus. Voilà. On stocke pas plus. Voilà. Ouais. Non, Si on sait on repart la semaine d'après, puis qu'il y a voilà, un si peu on d'eau, part un week-end, le week-end d'après on repart, on la laisse. Ouais. Par contre, si on sait qu'on repart dans 15 jours, non, on la laisse pas. De toute façon, on le répète, hein, pour les novices, on ne boit pas l'eau du robinet dans les camping-cars. Non. Non. Vous faites la vaisselle avec, ou vous lavez, machin, tout, mais vous ne buvez pas cette eau. Si vous avez des enfants, pas comme à la maison, maman, j'ai soif, je veux un verre d'eau, on ne tire pas au robinet, on donne. Non, 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 non. On boit pas Ouais, l'eau. parce que, bon, quand vous partez de chez vous, que vous avez fait le plein de chez vous, bon, vous savez l'eau que vous avez, la qualité de l'eau que vous avez. Par contre, ailleurs, on ne sait pas la qualité des eaux qu'il y a Non. dans les eaux de village. Non, dans non. Donc, il faut mieux prendre puis- des précautions. Et puis des bactéries qui sont dans ce réservoir en plastique. Tout à fait. Voilà. Alors, il y a Henri Ferrer. Henri. Ah, c'est par rapport au câble d'alimentation. Ah oui, oui, j'ai vu passer son truc. Câble d'alimentation, Henri. Oui, mâle femelle, comme une rallonge ou ça. Sauf que, petite précision pour les camping-cars. Et puis les bornes, maintenant, c'est aux normes, c'est du P17. On appelle ça P17. C'est des prises bleues P17. Donc une mâle d'un côté, une femelle de l'autre. Si tu veux faire ta rallonge, toi, tu vas dans un magasin de bricolage, t'achètes une P17 mâle, une P17 femelle, un câble souple au milieu. Et puis tu l'as fait toi, autrement, bah, tu achètes un enrouleur tout fait. Voilà. Ouais, Tu prends alors, au minimum du 2,5 mm². Voilà, il y en a qui mettent du 1,5, mais prends du câble. Si tu veux la faire toi, ta rallonge 3 fois 2,5 mm². Donc 2 fils phase neutre plus la terre. tout est dit. Alors, on a Ronaldeno. Alors, est-ce qu'on va remettre les convertisseurs dans le nouveau CC? Convertisseur, ouais. Le même convertisseur, la même marque, la Ouais. même puissance. Oui, on l'a pas laissé. On l'a pas laissé. On a laissé pas mal de choses dans le camping-car, mais On l'a pas laissé. quand on l'a vendu. Mais ça, on l'a pas laissé. C'est un super produit. Et puis, il nous convient tout à fait pour ce qu'on en fait. Donc oui, on va le remettre dans notre nouveau CC. Ça va être exactement le même. Voilà. Alors, il y a Sandrine Bessé. Alors, pour les week-ends à la neige, elle demande est-ce qu'il y a pneus neige, plus les chaînes Ah. Alors. Qu'est-ce que. Voilà. Est-ce qu'il faut mettre les pneus neige? Est-ce qu'il faut avoir des chaînes dans la soute en cas de problème? Alors, c'est vrai que pour les gens qui habitent pas comme nous à la montagne et qui sont pas confrontés pendant pas mal de mois dans l'année à rouler sur des routes enneigées, c'est vrai que l'achat des pneus neige c'est quand même pas donné, surtout pour un camping-car. J'ai pas pu bien regarder la question là-dessus. Je sais que j'ai entendu dire que ça va être obligatoire. C'est-à-dire que si vous voulez, vous allez monter. Déjà, les chaînes sont obligatoires, déjà c'est sûr. Si vous arrivez, vous montez en station. Ah bah là, c'est obligatoire. dans les grandes stations, de toute façon, il y aura les gendarmes au bord de la route qui vous diront Voilà. vous arrêtez, vous mettez vos chaînes. Ou alors vous restez là, hein. Donc c'est clair. Pour les pneus neige, je sais que. Il là, parlait il n'y a pas longtemps Ouais, qu'à parce qu'il y a partir trop du de problèmes avec 1er novembre, tout le monde devait avoir Voilà. les pneus neige. Nous, on rencontre ça dès qu'on descend dans la vallée. Il y a énormément de gens qui viennent habiter en Haute-Savoie et qui sont pas de la Haute-Savoie. Ils viennent ici parce qu'il y a du travail et ils vont travailler en Suisse. Bref, c'est des gens qui n'ont pas l'habitude de conduire sous la neige. Et c'est des gens qui ne s'équipent pas l'hiver parce qu'ils n'ont pas l'habitude. Et dès qu'il y a les premières neiges, ça crée un bordel monstre. Et là, ici, ça commence à gronder depuis des années parce que ces gens-là, ça gronde, il y a des accidents, il y a des ci, il y a des là. Et là, ils sont en train de gronder, ils sont en train de voir pour mettre les pneus hiver, pneus neige obligatoires. Donc, voilà. Mais
il est préférable déjà sûr d'avoir des chaînes, hein. Ça c'est obligatoire, surtout avec un camping-car, hein. Ah bah bien sûr. Bon. Alors il y a Cécile Tabourneau, est-ce qu'on débranche les batteries l'hiver? Oui, nous on le Pour fait, l'hiver, oui. voilà. Oui, oui. Ça rejoint nos vidéos d'hivernage, faut aller les revoir. Ouais. Elles sont en lien sur notre site internet filefabcampingcar.fr ou alors vous recherchez dans la chaîne YouTube, faut les rechercher. Hivernage du camping-car, pour résumer très rapidement, le plein de gasoil fait, Les batteries, la batterie porteur, les batteries cellules débranchées, si possible en maintien de charge avec des petits chargeurs, si possible pas dans un endroit froid. Donc c'est soit vous les enlevez, vous les mettez dans un garage un peu tempéré, ou soit vous les laissez dans le camping-car et puis vous mettez un petit radiateur pour tempérer à 7-8 degrés. Mais oui, on débranche les batteries et on les maintient en charge. Voilà. Donc, à savoir qu'il n'y a plus du tout de jus dans le camping-car. Non. Voilà. Ouais. Ah oui, et puis elle disait le tableau de... Oui, voilà, c'est pour ça que je dis ça. Ah bah oui. Parce que est-ce qu'il fallait couper le tableau aussi? Mais du moment que les batteries sont débranchées, le tableau, il marche plus. Voilà. Si tu veux maintenir tes batteries, c'est pour la bonne forme de tes batteries. Si tu veux maintenir tes batteries en bonne forme pendant plusieurs années, il est bien de débrancher et de les maintenir en charge avec des petits appareils. Ça recoupe dans la vidéo aussi des accessoires dans notre soute et tout ça. On a des petits chargeurs optimiseurs là qui valent pas grand chose, qui sont très efficaces, ça maintient ta batterie en charge. Voilà. Alors ensuite, Boubouille Gribouille. Ah, Boubouille Gribouille. Quels critères pour passer d'un profilé à un intégral? Par rapport à nous, oui, par rapport à nous. Pourquoi on a passé d'un profilé à un intégral? Déjà parce qu'on avait envie de changer pour l'espace qu'il y a dedans. On a eu que des profilés. Voilà. Déjà, on a eu que des profilés. Et puis on voulait, le pare-brise panoramique. C'est vrai que quand tu es posé dans des endroits sympas et puis que t'as pas une super température pour être dehors, c'est vrai que c'est bien. Ouais, il y a intégral. Tout ce qu'on a visité, c'est sympa. Tu tournes les sièges, tu as ce grand pare-brise là. Ouais. Polo et Cathy nous ont dit que quand tu roules, tu as une autre visibilité par rapport au paysage. C'est super beau, avec les paysages sont beaux, malgré qu'il faut quand même pour le conducteur regarder la route. Ah bah, c'est ce qu'il y a de mieux. Ça a été les critères pour avoir de l'espace, tout ça. Après, les deuxièmes critères qui sont rentrés en ligne de compte, mais ça je pense pas que ça rentre dans ta question, ça a été la qualité de fabrication. Ça a été très important. Ouais, mais ça n'a rien à voir. Ça rentre dans un autre truc. Voilà. C'était la question, c'était entre profilé et intégral. On voulait de l'espace. On voulait de l'espace, on avait une envie de changer, et puis voilà. Et puis on voulait essayer l'intégrale. Voilà. Peut-être que ça nous ira pas. Hein. Ah, ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait. Je sais pas, on verra. On verra. Vu le... Hein? Non. Ouais. Alors, en même temps, Boubouille Gribouille, il demandait châssis Alco ou châssis Fiat. Nous on a pris châssis Fiat. Voilà, on a pris châssis Fiat. Châssis Fiat parce que le châssis Alco est très bien aussi. Hein. C'est un super châssis. On va surtout pas critiquer le châssis Alco. Et tout ce qu'ils font, tout ce que Alco, cette entreprise fait, c'est vraiment de la très bonne qualité. Mais on a le châssis Fiat parce que châssis Alco, je pense. Ouais, mais je pense qu'il demandait aussi la question, ce qui était mieux. On peut pas dire mieux, le châssis Fiat, il a vraiment le X250, depuis le X250, c'est un châssis à voie élargie, il a énormément évolué, il est en tenue de route, il est vraiment terrible. Voilà, c'est sûr qu'il y en a qui disent que le châssis Alco est mieux pour la tenue de route parce qu'il est plus bas, voilà. On n'a pas eu de retour là-dessus parce qu'on n'a pas eu de véhicule avec des châssis Alco, donc on a eu que des véhicules avec des châssis Fiat à voie élargie. On n'a pas eu de... Ouais. Voilà, c'est un châssis qui nous convient totalement. Après, c'est vrai qu'il y a des marques de camping-car haut de gamme qui, d'entrée de gamme, d'entrée de jeu, ils te mettent un châssis Alco d'origine sur leur véhicule. Ouais.
Voilà. Ouais, c'est on vrai n'a que pas de retour là-dessus. non, on n'a pas de retour là-dessus. C'est voilà. deux bons châssis. C'est deux bons châssis. Si tu trouves un camping-car d'occasion avec un châssis Alco, prends-le. Tu vas pas être déçu. Hein. Bon, c'est vrai que châssis Alco, c'est un coût supplémentaire sur le, Ah bah c'est un coup. sur ah le oui, oui. Ouais. camping-car. Ah oui, ouais, c'est clair. C'est clair. Ensuite, on a Pascal, le VTT AE, là. Hmm. Branchage sur 220, la recharge batterie Branchement. cellule. Branchement. Ouais. Ouais. Ah, est-ce que ça recharge les batteries? Oui, bah oui, Voilà. quand tu branches ton camping-car sur 220 volts, ça va te recharger. Mais il les demande batteries. il demandait en combien de temps, mais ça dépend. Bah ouais, ça dépend de tes batteries, comme elles sont déchargées. Si ça fait Exactement. 2 jours que tu es stationné au même endroit et que tes batteries sont à plat et que tu branches ton camping-car sur 220 volts, ça va mettre plus de temps que si ça fait 2 heures que tu t'es servi Ouais. de tout ça. Donc oui, il y a certains véhicules certains véhicules, quand tu le branches sur 220, ça te charge la batterie cellule et ça te charge aussi la batterie porteur, un petit peu. Pas tous, pas tous, pas tous. Mais oui, voilà. Après, il y a d'autres systèmes pour recharger les batteries, hein, panneaux solaires, tout ça. T'es pas obligé toujours de te brancher sur 220. Si t'as pas de panneau solaire, oui. Voilà. Ah, il y a ça sera la dernière question. Joël Hertz. Ouais. Alors lui, il demande pour voir le système, le niveau de gaz, où c'est que ça en est, comment Ah, ça quel se passe. système? Ouais. Alors, ils vendent des testeurs, là. Pff, ouais, eh ben, ça... Moi, c'est ce qui m'a toujours un peu fait reculer là-dessus. Ces testeurs, là, c'est que c'est horriblement cher. Ils vendent ça. Ouais. Les accessoiristes de camping-car, testeurs de bouteilles de gaz, là, oh le prix, putain, ça va de... Nous, on n'en a pas parce qu'on a 2 bouteilles de gaz de 10 kilos. Bon, quand il y en a une qui est finie, bah, on sait qu'il va falloir en reprendre une, mais de toute façon, on en a une autre en rab. C'est sûr que c'est pas le cas de tout le monde. Il y en a qui n'ont qu'une bouteille de gaz. Entre autres, je pense à Walter et Mumu, Ouais. qui eux ont un chauffage Webasto, donc qui tourne sur le gasoil. Et par contre, ils ont une production d'eau chaude qui est sur gaz. Alors eux, ils ont qu'une bouteille de gaz. Ils ont la place que pour une bouteille de gaz. Alors c'est sûr que quand elle est vide, Ouais. bah t'es dans la merde parce que, pour parler poliment, t'es dans la merde parce que bah t'as plus de gaz et puis il faut attendre le lendemain pour aller en récupérer une. Si c'est le dimanche, bah Eh ben, t'as pas de gaz. bah t'as pas d'eau chaude et puis tu peux pas le frigo et ouais. Il y a 2 solutions, il y a les petits appareils donc voilà pour regarder ton niveau de gaz et puis il y a la solution de base, c'est un petit pèse-personne. Tu pèses ta bouteille de gaz pleine. Quand ta bouteille de gaz, bah t'essayes de peser la même bouteille de gaz quand elle est vide. Et puis bah voilà, tu t'aperçois que tu pètes tes bouteilles de gaz. Alors c'est sûr qu'il y en a qui le font, hein, les vieux camping-caristes, les vrais là, ils le font. Hein. Ils ont un petit pèse-personne, de temps en temps ils débranchent la bouteille, ils le mettent sur pèse-personne, ils se disent ah bah tiens, ça me reste à peu près tant de temps. Ah ouais. Autrement, il y a le truc là, une espèce de détecteur de gaz. Mais je sais pas, on en a Bah pas. ouais, c'est à voir, hein, chacun, voilà. Ouais, on en a pas, donc. Bah non, on peut Voilà. pas vous dire. Bah, Voilà, voilà, bah, j'espère qu'on aura répondu à toutes vos questions. C'était la foire J'espère aux qu'on n'en a questions. pas oublié, mais bon, ça se peut qu'on en ait oublié, on sait pas. Hein. Mais Bah bon, oui. c'était la foire aux questions. Non, on a quand même repris un peu. Bah toutes vos ouais, questions. on a essayé de répondre un maximum. Alors on, Par on rapport à refera, ce qu'on- hein, par on rapport à refera ce une qu'on fois sait, aux ouais. questions, hein, on refera. Donc bah. On verra dans l'hiver, on vous redira ça tout Voilà, façon. on refera une fois aux Ouais. questions si vous avez des Ouais. autres questions à poser. On espère qu'on Ouais. vous a Bon, si répondu. les questions sont pressées, vous pouvez toujours envoyer un mail à Philippe. Ouais. Il vous répondra. Ouais. Voilà. Et puis sur ce, ben, hein, Sur ce, on vous remercie, on remercie tous les nouveaux, tous les anciens, ouais. tout le monde, tous ceux qui sont là, qui Ouais. nous suivent dans les chaînes, qui vous nous motivez, vos messages sont vraiment super. Ouais. Exactement. Et n'oubliez pas de vous entourer de gens et amis sympas. Évitez les gens qui peuvent être nuisibles autour de vous, que ce soit nos amis, les abonnés ou nos amis youtubeurs. Il y a toujours des gens qui sont là parce qu'ils sont méchants, parce qu'ils sont jaloux. Mais n'oubliez pas, évitez les gens nuisibles et pensez positivement et vivez vos rêves. Voilà.
Voilà. Partagez tout, votre sympathie, votre amitié. Voilà. Et les gens qui sont mal intentionnés, oubliez-les. Oubliez, ces gens diffusent que du négatif. Voilà, tout à fait. Et le négatif, c'est pas bon. C'est pas bon pour tout le monde. Soyez positifs, entourez-vous de gens sympas et tout se passera bien. Et tout se passera bien. Et sur ce, n'oubliez pas, santé, bonheur, contact moteur. Alors, allez, Guigui, bisous. il est là, il a fait sa petite sieste, mon Guigui. Hein, tu dis au revoir, Guigui. Au revoir. Hein, au revoir, Guigui. Guigui, Bon, ben, lui, il s'en tranquille, fout. La sieste, là, Ouais, c'est ouais. la sieste du matin. Hein, Voilà. parce que c'est le matin. Non, ouais, on est presque à l'après-midi là. Bon les amis, merci Allez, à tous. gros bisous à tous. Bisous à tous. Et puis la encore un prochaine. grand merci à nos amis, même étrangers de l'autre côté de l'Atlantique. Il y a des Francophones, Canadiens, non francophones. il y a des voilà. Belges, il y a... Oh là là, vous êtes un paquet, c'est sympa. Et voilà. Hein, Sur ce, ciao ciao. bye bye.